Bonjour à tous, voilà, c'est reparti pour une saison de ZCL. On est lundi 26, c'est ça? Non, lundi 6. Lundi 6. On est lundi 6 et on est avec Jessie. On va recevoir tout à l'heure Harry Durimel. On parlera avec lui de cette marina qui est entre guillemets en construction, point d'interrogation. Parlons un petit peu aussi de l'eau avec lui et bien sûr de développement durable. Sinon, on recevra plus tard notre ami Muriel pour sa chronique sur le coaching de la réussite. Mais pour l'heure, c'est Jessie, bonjour. Bonjour Danick, bonjour téléspectateurs. Merci d'être de retour. Et les titres de l'information tout de suite. Merci Danick. Et le président de région, Harry Chalus, a rencontré hier matin à Anse-Bertrand les acteurs du monde économique et les forces vives de la Guadeloupe. L'occasion pour lui de présenter le redéploiement de l'hippodrome d'Anse-Bertrand. La région Guadeloupe et le conseil départemental tenaient également une rencontre de travail vendredi dernier à Basse-Terre. La gestion de l'eau, les déchets et la mise en place de projets communs faisaient partie de l'ordre du jour. Et enfin, la 23e édition du FEMI s'est clôturée vendredi dernier au Ciné-Théâtre du Lamentin. 53 films étaient en compétition du 27 janvier au 4 février. Et j'ajoute qu'il y avait ce matin deux barrages. L'un à Montebello, c'est le comité de l'eau qui exige d'être reçu par les trois autorités de la Guadeloupe, le préfet, bien sûr, le conseil général et un conseil départemental et bien sûr le conseil régional. Jusqu'à 8h30 ce matin, le carrefour de Montebello était barré. Monsieur Germain Parent menace de continuer les blocages s'il n'est pas reçu ces jours-ci pour discuter des problèmes de l'eau. Alors justement, puisqu'on reçoit Harry Durimel, bonjour Harry. Oui, bonjour la Guadeloupe. Merci d'être avec nous. Et donc, je vais vous poser la question, pourquoi la question de l'eau est encore récurrente en Guadeloupe aujourd'hui, plus de 20 ans après? Moi, je crois que s'il y a un sujet qui signe l'incurie, l'incompétence d'une classe politique de la Guadeloupe, c'est le sujet de l'eau. Moi, je me souviens qu'en 97, quand on a créé les Verts, que nous dénoncions déjà, c'est-à-dire il y a 20 ans, des fuites du réseau qui faisaient que 100 litres collectés à la source, sur 100 litres, il n'y avait que 60 ou 50 qui arrivaient au robinet. Et on en est en train de faire la com, chacun y va de son interview. Non, moi je ne peux pas comprendre qu'on puisse laisser partir le fermier. Et j'ai la Générale des Eaux qui apparemment a rompu son contrat avec les syndicats et autres autorités administratives qui ont en charge l'eau, et qu'il n'y ait pas eu un bilan de ce qui a été fait, de l'argent que nous avons payé sur nos factures pour la préservation de la ressource. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu, avant le départ de la Générale des Eaux, une sorte d'état des lieux pour savoir ce qui a été fait de l'argent des Guadeloupéens et qu'on continue à gémir, ça va faire cher, ça va faire cher. Mais qu'avez-vous fait de notre argent? Alors, Harry Durimel, je suis obligé de vous poser la question. Quand vous étiez à la région, que disait-on à propos de cette question? Ce n'est pas une problématique qui relève de la compétence bien de la région. Oui. Donc, même si M. Lurel est intervenu à bien sûr, comme il est intervenu, et quand j'ai eu l'occasion de dire justement qu'il n'était pas question pour nous d'aller commettre une infraction qui consisterait à payer des déficits qui ne sont pas imputables à la personne publique qu'est la collectivité régionale, qu'il fallait rechercher les responsables. Parce que s'il est vrai que la région, avec une sorte de compétence générale, une clause de compétence générale, peut intervenir partout où des besoins structurants se font jour, il n'était pas question que la région aille intervenir sans faire le bilan, sans faire l'état des lieux et sache quelles sont les responsabilités, où est passé l'argent des Guadeloupéens. Donc la région était observatrice, mais on ne peut pas dire que le problème de l'eau incombe à la région. Et aujourd'hui encore, j'entends le président Chalus dire qu'il est prêt à mettre la main au portefeuille, si on peut dire, mais toujours à titre subsidiaire. Les vrais acteurs, c'est le département, le comité de bassin, les syndicats multiples qui géraient l'eau. Ces syndicats multiples ont des comptes à rendre. Nous avons déposé plainte avec l'association SOS Environnement, soutenue par les Verts Guadeloupe et l'association des consommateurs de Guadeloupéens. Nous attendons des résultats de ces investigations que le parquet est censé avoir ordonnées. C'est pas concevable que sur ce territoire de la République, que les gens subissent les inondations à Capesterre et que le matin il n'y ait pas d'eau au robinet. C'est inconcevable. Donc c'est vrai que vous me dites que je ne peux pas me contenter d'affirmer, de déclamer toutes ces certitudes, oui. Mais je n'ai aucun pouvoir. Je suis avec les Verts, nous sommes des observateurs, des lanceurs d'alerte. Et de ce point de vue, nous avons accompli notre mission. Nous avons sonné la sonnette d'alarme, tiré la sonnette d'alarme. Donc aujourd'hui, il faut qu'on évalue les travaux, qu'on les programme et qu'on arrête de donner des interviews.
qu'on passe à l'action. Et je peux comprendre le ras-le-bol des usagers de l'eau. Alors, je vous ai fait venir aussi à Ridumiel parce que vous avez, j'ai envie de dire, commis une lettre ouverte au maire de Pointe-à-Pitre concernant un éventuel marina bis, on peut dire, puisqu'il existe déjà une marina dans la région. Il semble-t-il une deuxième marina serait sur le point d'être construite. Ah, bien sûr, moi j'ai été interpellé. Et en douce, comme on dit. Voilà, en Bafeil. Oui. Moi j'ai été interpellé par cet avis du préfet, puisque j'ai retrouvé dans ma boîte aux lettres un avis du préfet avec une mention « Que disent les Verts ?» Donc les gens nous interpellent, nous disent voilà un préfet qui émet courant 2015 un avis en tant qu'autorité environnementale. Et dans cet avis, le préfet dit, noir sur blanc, ce sont ses propos que j'emprunte, il dit que cette marina est incompatible avec le schéma d'aménagement régional, que cette marina pose un problème de sécurité majeur, puisqu'il se situe en zone Céveso, à côté de GMA, à côté de la SARA et de d'EDF, et qu'on ne peut attirer du public dans cette zone qui présente un vrai danger. C'est le préfet qui l'écrit. Et il va jusqu'à dire que le plan de prévention des risques technologiques, le PPRT, cette marina est incompatible avec ce PPRT. Il dit même qu'il découvre que 60 plaisanciers utiliseraient déjà cette marina informelle, alors que les manœuvres qui sont prévues en cas d'alerte dans cette zone, et l'évacuation qui est prévue dans cette zone ne prend pas en considération l'existence de ces 60 navires. Ce qui voudrait dire qu'il y a une marina clandestine qu'on essaie d'officialiser, de faire passer de 100 navires jusqu'à 300 bateaux sur 3,9 hectares de terre, dont une bonne partie est dans la mangrove. Que restera-t-il de cette zone humide dont on célébrait avant-hier la fête, puisque c'était la journée mondiale des zones humides qui ont une fonction non seulement de sécurité, une fonction de dépollution également. Donc, on marche sur la tête. Il paraît que le schéma d'aménagement régional va être modifié par le nouveau président pour permettre à cet investisseur privé de faire sa marina. Donc, on élabore de beaux schémas. Et lorsqu'on a un copain qui veut faire quelque chose pour faire du fric, on modifie. Dans cette zone, il est prévu au plan local d'urbanisme de la ville de Bémao, auquel est annexé le fameux PPRT, et le préfet dit que ce PPRT constitue une servitude d'utilité publique à laquelle il ne peut être dérogé. Ça, c'est entre guillemets, dixit le préfet. Comment le préfet peut suggérer à l'investisseur les modalités pour passer outre ce que lui-même appelle une servitude d'utilité publique? Pour moi qui suis juriste, une servitude, c'est insurmontable. Oui. On ne peut pas y déroger, dit-il. On a un vrai problème de visibilité, de neutralité de l'État. L'État, le port, qui a lancé cet appel à projet pour faire une marina à Jarry, le port, le grand port de Guadeloupe, est un établissement public de l'État. Donc, au départ, à l'origine de ce projet, il y a l'État. Au milieu du gué, il y a l'avis encore de l'autorité environnementale qui, en Guadeloupe, c'est encore l'État, le préfet. Donc, un avis qui est censé être neutre, dans notre petite région, il repose encore sur l'État. Voilà un préfet qui donne un avis défavorable, qui suggère à l'investisseur comment faire pour nous mettre en danger, et qui après, à la fin, va accorder, puisqu'on m'a dit que depuis cet avis, ça a évolué, le préfet s'apprête à prendre l'arrêté final qui va permettre que cette marina va se faire. Alors nous, il ne nous reste qu'à porter plainte, parce qu'on ne comprend pas que l'intérêt général soit mis en berne pour favoriser des intérêts particuliers. Et on aura cherché qui est-ce qui va toucher, qui est-ce qui a eu du fric pour tourner le dos à l'intérêt général. Parce que j'ai été interpellé récemment par un élu, et je ne dirais pas quelle commune pour préserver sa présomption d'innocence, puisqu'il sera dans le collimateur de la plainte qu'on va déposer, serait un acteur privé. Il interviendrait comme acteur privé dans la mise en œuvre de ce projet, alors qu'il fait partie des décideurs qui ont autorisé ce projet, puisque ce projet a déjà été agréé par la commune de Bémao. Il y a un problème d'ingérence que nous n'allons pas laisser passer. Oui. Nous allons faire feu de tout bois pour qu'on arrête de nous prendre pour des idiots, qu'on arrête de penser qu'en Guadeloupe, on peut bafouer la loi, bafouer l'intérêt général au profit des intérêts des petits copains, jusqu'à mettre en danger la vie des Guadeloupéens.
Alors, il faut des gens courageux pour le faire. Oui. Nous, nous voulons courageux et résolument voués à la défense de l'intérêt général. Nous allons le faire. Alors, c'est vrai que les Verts se sont emparés de ce problème, mais est-ce que les autres organisations politiques, au moins celles qui sont représentées dans les assemblées, ont un avis sur cette question? Vous avez cherché à les rencontrer ou en écho à votre lettre ouverte, ou alors c'est silence, on ne dit rien? Bien sûr, comme vous savez que tout marche ici selon les contingences politiques, nous n'avons aucun pouvoir, donc personne ne croit devoir venir vers nous pour demander ni notre soutien, ni demander des comptes. Nous ne pouvons faire des sénateurs, ni faire des députés, ni offrir des mandats à X ou Y. Donc, qui se soucie de ce que nous disons? Ce n'est que lorsqu'on est dans le mur qu'on dit « Ah, les Verts tenaient raison ». Aujourd'hui, par exemple, tout le monde parle d'écologie, tout le monde s'est converti à l'écologie parce qu'il y a du fric à prendre. Mais lorsque nous alertions sur la nécessaire transition énergétique pour éviter le réchauffement climatique, il a fallu que la menace soit aujourd'hui caractérisée par le GIEC, le groupement international des experts du climat, pour qu'aujourd'hui tout le monde s'affaire pour voir comment on va faire pour maintenir l'augmentation de la température à 2 degrés. Donc personne n'est venu nous voir, oui, puisque nous sommes trop petits. Mais alors, cette plainte que vous allez la déposer, elle est déjà en cours. Comment ça va se passer juridiquement d'abord? Est-ce que cette plainte peut déjà bloquer ce projet ou alors comment ça... En tout cas, le fait de déposer plainte, ça va inviter les uns et les autres, à ceux qui s'en mettent plein les poches, de faire attention. Oui. Parce que de ce que nous savons, nous allons nous baser sur un avis du préfet. Nous allons nous baser sur le schéma d'aménagement régional qui est un texte prédictif, qui s'impose, comme le rappelle le préfet, oui, qui est incontournable. Lorsque vous voulez faire un investissement, s'il n'est pas conforme au SAR, il ne passe pas. Dans ce cas précis, on va modifier le SAR pour adapter le SAR à ce projet. Si le président Chalus, qui a annoncé qu'il vouait de bons espoirs dans l'économie verte et bleue, y compris donc l'exploitation de la mer, s'il ne se ravise pas, puisqu'il a donné en amont un avis favorable en tant que maire de Bémao. Donc aujourd'hui, en tant que président de région, ses obligations sont plus larges. Il ne peut pas faire en tant que président de région sans penser au reste de la Guadeloupe. Ne serait-ce qu'en termes d'aménagement du territoire, qu'est-ce qui explique que Bémao, qui est déjà doté d'une marina, va encore, dans une zone de danger, encore créer une marina? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres zones? Moi, j'ai cité l'exemple de Vieux-Bourg où il y a déjà pratiquement une sorte de marina clandestine puisque personne ne paye rien. On va à bateau à Vieux-Bourg, on pose son bateau et on descend puisque c'est boueux, c'est vaseux. Il y a une petite 2 pompes à essence isolées, aucun aménagement. Ça aurait pu être un fleuron du tourisme de la Guadeloupe si on aménageait le port de Vieux-Bourg. Quand je vois que c'est pratiquement un cloaque, le port de Vieux-Bourg, je ne comprends pas. Quand je vois que Anse Bertrand, la Grande Terre Nord, il y a des plans d'eau, c'est pas que je sois un fan de marina, puisque les marinas ont aussi des inconvénients. Mais je ne peux comprendre que tout le développement de la Guadeloupe soit concentré sur Jarry. On ne peut pas rentrer dans Jarry le matin parce que tout le monde va travailler à Jarry. Ni en sortir. Alors imaginez que le plan Céveso soit actionné, mais on est tous morts. Même nous, ici, qui parlons à Canal 10, oui, nous pénitons d'égarer voiture, nous, parce que nous qui capatient tout sens, nous qui travaillons en là. Et moi, je pense que les Guadeloupéens doivent comprendre qu'on est en train de fabriquer une bombe à retardement en encombrant encore plus Jarry. Alors, d'un autre aspect, dans votre lettre, vous signalez aussi le fait que cette marina peut être en concurrence avec la marina de Badfort. Absolument. Pour moi, je suis un élu de Pointe-à-Pitre, membre de Cap Excellence. Je ne peux pas comprendre que nous, élus de Pointe-à-Pitre, restions indifférents à une marina qui est destinée à accueillir jusqu'à 300 bateaux, alors que nous avons une marina qui, elle, rapporte des recettes à la ville. J'ai entendu le maire de Pointe-à-Pitre répondre à des questions. Moi, je n'ai pas du tout été satisfait de sa réponse, parce que tout en déplorant ce projet et en disant qu'il n'a pas les moyens de l'arrêter, qu'il a émis un avis, mais qu'il n'a pas été entendu, il a quand même laissé entendre que la marina ne rapporte rien à Pointe-à-Pitre. Moi, ça a été publié sur Facebook, des gens ont répondu en disant « Attention, moi qui ai un commerce à la marina, je paye environ 3 000 € de taxes foncières, taxes sur l'activité professionnelle. » Donc, on ne peut pas
dire que la marina ne rapporte rien à Pointe-à-Pitre. Elle mérite un coup de brosse, cette marina, du point de vue de l'hygiène, du point de vue de la collecte des huiles de ces restaurants qui sont déversés sans aucun respect d'aucune norme. Il y a à faire pour que la marina de Pointe-à-Pitre brille et qu'elle rapporte plus à Pointe-à-Pitre. Mais nous sommes associés à BMAO, au sein de Cap Excellence. Abim, avec Providence, a déjà beaucoup récupéré sur Pointe-à-Pitre. C'est que le tribunal qui nous reste comme projet nouveau structurant. On ne va pas laisser encore vider la marina de Pointe-à-Pitre. Moi, je n'entends pas parler. Moi, je t'entends qu'il y a un directeur de cette marina. Moi, je n'entends rien dire, Monsieur Chevalier. J'entends pas les autorités qui pourraient s'insurger contre cette concurrence déloyale. Ils ne disent rien. Est-ce que tout le monde trouve son compte? Je ne comprends pas. Ce silence assourdissant. On va revenir probablement sur cette affaire quand vous aurez déposé ce recours. Bien sûr. Cette demande, enfin, on ne sait pas si ça va aboutir, mais en tout cas, c'est déjà bien que le problème soit posé. Alors, deuxième problématique qu'on va voir rapidement, on ne va pas entrer dans les détails puisque nous aurons d'autres occasions d'y en parler, c'est la question marie-galantaise aujourd'hui. Je sais qu'il y a 2 projets là-dessus. Et comme vous le savez, il y a une autre possibilité que c'est le projet du CNR et le projet Bioma. Alors, vous, en tant qu'écologiste, qu'est-ce que vous dites globalement sur cette affaire? D'accord, donnez-moi 4 minutes et oui, je ferai le tour, puisque j'ai le sentiment qu'on a perdu 8 ans. Voilà environ 8 années que des associations écologistes de Marie-Galante, le Jardin de Danta, Écolanda, les Verts, nous avons eu à croiser les fers pour empêcher une centrale bagasse charbon à Marie-Galante. Oui. Et à cette époque-là, nous n'avions le soutien que de très peu d'élus jusqu'à ce qu'on les convainque et que des personnes comme Maricel Bonne et autres imposent qu'il n'y ait pas de charbon à Marie-Galante. Et je crois que Marie Zetzol, Madame Marie Miraculeux Bourgeois, Monsieur Cornano, ils étaient déjà des élus. Ils ont fait tant et si bien que les Albioma et la SMRG ont fait marche arrière et ont renoncé au charbon qui était inconcevable qu'on en exploite à Marie-Galante. Malheureusement, ils ont signé des engagements. Ça fait au moins 4 ou 5 années que divers engagements que j'ai dans mon dossier, que je pourrais vous montrer hors écran, plusieurs conventions qui ont tissé des obligations juridiques. Je suis un militant écologiste, mais je suis aussi un avocat dans un état de droit. Ils se sont liés à Albioma en nous présentant à nous écologistes la solution canne et bois comme étant une alternative au charbon. Ça ne nous plaisait pas, puisque ce n'est pas tout à fait durable que de faire dépendre la production énergétique de Marie-Galante du bois importé. Et nul ne me fera dire, voilà, et nul ne me fera dire qu'il est mieux d'importer du bois que d'exploiter des matières premières locales. Seulement, nous avons fait une concession. Fait une concession, ça ne dépendait pas de nous. Mais du point de vue du militantisme, nous avons arrêté de les embêter en disant pas de charbon, nous voulons que de la bagasse. On a présenté un projet, Canelec. On a fait venir un ingénieur, M. Guichard, qui a présenté les vertus d'une centrale qui fonctionnait qu'à la bagasse, et on nous a ri au nez. On nous a fait passer pour des rêveurs. Si depuis cette époque, on avait entrepris le tournant, puisque c'est une mutation agro-industrielle qu'on demandait aux agriculteurs de prendre. Ils étaient tous contre nous à l'époque. On leur demande de prendre le risque que leur usine, telle qu'ils la conçoivent jusqu'à présent, subisse une totale mutation à 180 degrés. Il faut du temps. Et ces 8 années passées auraient dû servir à prendre ce tournant-là. C'est dommage, puisque je n'ai pas encore pu rencontrer Mme Marie Zetzol pour voir dans le détail son projet, mais le concept en lui-même, c'est un concept des Verts, c'est un concept écologique. Donc nul ne pourra aller dire qu'un projet ou un concept qui consiste à valoriser intégralement la bagasse au sein d'une centrale thermique n'a pas nos faveurs. Mais le développement durable dont on se prévaut, ce n'est pas comme ça. Un des piliers du développement durable, c'est la concertation. Or, dans cette partie de bras de fer, il y a d'un côté des industriels privés, la Compagnie nationale du Rhône, je ne pense pas qu'ils sont mus que par la volonté de sauver Marie-Galante. Il y a une volonté, elle est louable, de faire du fric, d'avoir une entreprise prospère. Il y a Albioma, multinationale aussi, qui n'est pas non plus là pour le bon cœur, le grand amour de Marie-Galante, mais parce qu'il y a des opportunités d'affaires. Et il y a les autorités publiques, l'État, la région,
le Conseil général, la CCMG, la communauté des communes de Marie-Galante, acteurs privés qui sont, eux, mus par l'intérêt général. Ce ne sont pas des personnes publiques qui cherchent à faire du fric. Donc, là-dedans, c'est une confrontation. Et le maillon faible dans cette confrontation, ceux qui sont pris en otage, ce sont les planteurs. Et c'est pour ça que, après avoir été reçus à la SICAMA par les planteurs pendant 3h30 samedi dernier, ça, le samedi d'avant, nous en sommes sortis avec la conviction qu'il fallait qu'on soutienne les planteurs. Car tout le monde extrapole sur la canne. Tout le monde dit vouloir faire des choses avec la canne. Mais s'il n'y a pas de planteurs, il n'y a pas de canne. Ils sont en position de force, puisque nous, les Verts, nous sommes plus proches de la verdure qu'ils produisent, de la canne qu'ils produisent. Position de force, mais en même temps, ils sont le maillon faible, qui risque d'être broyé dans une confrontation où, là encore, l'État ne joue pas son rôle. Comment comprendre qu'un État qui est mu normalement par l'intérêt général prenne position pour un privé? Comment comprendre qu'un État participe à un chantage au grand mépris de la voix d'élus qui ont une légitimité? Moi, je ne comprends pas que l'État, qui devrait être un arbitre dans cette affaire, soit descendu dans l'arène et fasse un chantage en disant soit vous acceptez Albioma, soit je ne vous donne pas l'aide publique. Moi, je trouve ça inadmissible. On serait retourné au pire temps de l'époque coloniale. Serait-ce une sorte de néocolonialisme? Nous, jeunes gens, je suis encore jeune, même si cette année j'ai 60 ans, mais je me considère comme un politicien en devenir toujours. Je pense que nos générations ne peuvent accepter ce qu'on a fait à nos aînés. Et je comprends la résistance qu'oppose Marie-Zette Zoll, même si je trouve qu'elle n'est pas toujours bien accompagnée, parce que j'ai entendu son avocate de Bruxelles dire, comparer le Memorial Act à des centrales. Elle a dit qu'il ne faut pas faire des centrales, il ne faut pas dépenser 100 millions de l'Europe pour faire un Memorial Act. Elle sait que ses parents étaient esclaves, mais l'esclavage c'est derrière nous. Cette injure à la mémoire de nos ancêtres disqualifie cette personne pour mener le combat que les élus de Marie-Galante sont en train de mener. Des gens comme ça, qui sont plus animés d'une volonté de lucre, de faire du fric, parce qu'il faut savoir, oui, le PO, oui, le programme opérationnel de l'Europe pour ces 6 années, oui, de 2016-2020, ces 4 années, prévoit beaucoup de fric en matière de transition énergétique. Donc tout le monde est converti à l'écolo-business. Oui. Okay. Tout le monde est devenu écolo. À qui profite le crime, comme on dit? C'est ce que les planteurs, c'est de ça que les planteurs font les frais. Oui. Alors nous disons qu'on a perdu 8 ans, on doit prendre au moins 1 année pour trouver une solution, car d'un côté, il y a des engagements juridiques qui ont été pris envers Albioma, qui a fait des business plans, qui a fait des démarches administratives, avec la certitude, la signature de M. Harry Selborne, président de la CCMG de l'époque, et je pense qu'il n'a pas signé tout seul, puisque ceux qui ont fait ce virage total à 180 degrés aujourd'hui étaient déjà des élus, donc ils doivent assumer leur signature. Cependant, fort de la légitimité populaire qu'ils ont, car ce sont des élus dans une démocratie, ils doivent pouvoir faire entendre raison à l'État. Et l'État, dans son rôle d'arbitre, doit amener tout le monde autour de la table et trouver la solution qui soit pérenne et qui soit durable en termes de COP21. On n'est plus dans l'avant COP21. Oui. Aujourd'hui, tout projet, comme le disait déjà la loi de 2005 sur la transition énergétique, doit participer à l'indépendance énergétique du territoire, à l'accroissement des revenus des planteurs et à la réduction des gaz à effet de serre. Pour l'instant, c'est les agriculteurs qu'on veut sacrifier. C'est pour ça que je dis que nous sommes résolument à leur côté pour qu'ils ne fassent pas les frais de cette course au fric. Dernière chose, une réponse très rapidement à Harry Durimel. Vous irez aux législatives? Mais je suis candidat aux élections législatives depuis 2012, oui, et je pense que la Guadeloupe a besoin non seulement de représentation, mais aussi de défense. Et je me veux un défenseur de la Guadeloupe. Je crois que les Guadeloupéens m'ont déjà vu à l'œuvre depuis une vingtaine d'années, oui, et je crois qu'ils peuvent me faire confiance pour changer la donne politique. Qu'on arrête de nous prendre pour des idiots, ça c'est mon engagement. Nous aurons l'occasion de vous revenir là-dessus, puisqu'on vous invitera à l'occasion pour développer votre programme. Voilà. Merci Harry Durimel. Il est exactement 13h. Avant de retrouver Jessie pour un rappel des titres tout à l'heure et développer l'actualité, je rappelle que les 2 blocages, celui de Cap-Esser et celui de Montebello, sont pour l'instant levés. Les négociations vont pouvoir commencer. On prend une page de publicité puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal.